phones are overwhelmed by notifications, where ads and articles are undistinguishable, where all YouTubers repeat in each freaking videos to put a thumbs up and to share because views turns into dollars and that's good. Welcome to the attention economy, or as the French would say, l'économie de l'attention. Les entreprises qui pèsent le plus de thunes au monde ont été pendant très longtemps liées à l'énergie, aux moyens de se déplacer, à la construction ou à la grande distribution. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parmi ces entreprises géantes est arrivé un modèle économique qui valorise un truc assez particulier, l'attention. La production de ce à quoi nous pouvons prêter attention a été démultipliée ces dernières années. Il y a plus de vidéos créées par minute que l'on puisse en regarder dans la journée, et plus de dramas par seconde que de trucs vraiment dramatiques. Face à tout ça, on ne dispose que de 24 heures par jour et de seulement quelques centaines de milliers d'heures dans une vie. Après, on meurt. Beaucoup d'informations, peu d'attention, il y a donc une rareté. Mais quand une simple recherche d'informations sur un film nous amène à visiter 12 sites, 3 vidéos de prank pour finir sur une infographie pain au chocolat chocolatine, en passant par un fil de discussion qui milite pour une viande plus végane, on peut parfois se désespérer de notre incapacité à contrôler cette attention. We all are literally crazy by the new definition of literally. You need to figure out how to make content for our OCD, narcissistic, and ADD selves. If you have a very simplified view of identity and you think that people are only interested in one sort of thing, you're missing a whole range of different opportunities. Jonah Peretti est un personnage important de l'économie de l'attention. Il explique ici qu'il y a plein d'opportunités différentes de capter l'attention de quelqu'un. Des opportunités qu'il faut saisir parce que la compétition pour l'attention est féroce. Mais récemment, on a commencé à réaliser que la version numérique de cette compétition avait peut-être plus de conséquences que prévu. Certains parlent d'une menace pour notre productivité, notre santé mentale, voire notre démocratie. Mais plutôt que de vous faire flipper pour garder votre attention grâce à des risques mal définis, on peut commencer par s'intéresser à l'évolution de la chose. Mais d'abord, l'attention. L'attention, c'est un filtre qui nous permet de ne pas être noyé dans un flot constant d'informations. Cette petite faim, les 2 degrés qui manquent dans la pièce, la sensation de tes chaussettes sur ta peau, la pression de tes écouteurs sur tes oreilles, le bruit de tes voisins qui vivent leur vie pathétique, tout ça en ce moment existe peut-être, mais tu n'y pensais pas. C'est filtré, ton attention est ailleurs. Sur ces pixels, sur la musique de fond, sur ma voix, et puis ton attention change soudainement. Avant même d'avoir eu le temps d'y réfléchir, elle est captée, preuve qu'on ne la contrôle pas entièrement. Cette attention, il est possible d'en tirer profit. Ce morceau de cuivre, qui date de la dynastie Song, donc d'environ l'an 1000, est considéré comme l'une des premières publicités imprimées. On peut y lire que la famille Liu achète des tiges d'acier de qualité pour en faire des aiguilles de qualité pour une utilisation rapide. Par curiosité, j'ai voulu savoir s'il y avait un intérêt à capter l'attention des autres sans forcément être dans une société consumériste, ou dans la démarche de vendre quelque chose. Une étude anthropologique est sortie récemment sur les Akta, une population philippine de chasseurs-cueilleurs. Et parmi eux, des individus racontent des histoires de soleil et de lune, de cochons et de lézards, et les chercheurs pensent qu'elles servent à organiser la coopération. Mais le plus intéressant, c'est surtout que les bons conteurs en tirent des bénéfices. Ils sont considérés comme des partenaires sociaux de choix et bénéficient d'une descendance plus grande. Bref, il semblerait qu'il y ait souvent un intérêt de capter l'attention quand on le peut. Mais l'économie de l'attention a sans doute connu son plus grand tournant en 1833. At the time in the 1830s, newspapers were not like they are today. Their news was mostly political or financial, and they were boring. So Benjamin Day, who owned a printing house, had a different idea for a business. He thought, well, what would happen if I dramatically reduced the price of the newspaper to where it is, he didn't go all the way to free, but he went to 1 penny. And what if I made the stories much more interesting? What if I covered crime, gossip, prominent society stories? In some ways it was a suicidal proposition business-wise unless you could get enough advertising revenue, and no one had ever been able to do that before. Well, what do you do in industries where the prices are free or very low cost? Well, then the competition is to be the most interesting. What was Charles Mott to you? Nothing. I just don't like trial by newspaper. I call it contempt by publication. I call it peddling papers. You'd use corpses to peddle papers till the readers found out what a frustrated journalistic fraud you are. It's publishers like you that give anarchists the ammunition to try and stifle a free press. And in the history, particularly of journalism, the winner of those competitions is usually the most lurid, the most exciting. The race is often to the bottom.
Tim Wu est l'auteur de The Attention Merchant et c'est lui également qui a inventé l'expression de neutralité du net. Et il décrit ici une démarche similaire à celle de Patrick Lelay de TF1, qui un siècle plus tard déclarait que ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Cette phrase de 2004 est peut-être trop souvent citée, mais elle montre que, avant l'ascension de Google ou de Facebook au rang de champion de l'économie de l'attention, la démarche était la même. Les différences, ce sont les moyens d'action. En 1998, les fondateurs de Google refusent de placer des publicités dans leur moteur de recherche. Leurs concurrents ne partagent pas du tout leur réticence et vont jusqu'à proposer des services où les résultats de recherche étaient pratiquement exclusivement mis aux enchères. Mais de 1998 à 2000, Google, malgré l'efficacité de son moteur de recherche, ne génère quasiment pas d'argent. Ils n'ont pas de modèle économique. One of the things that really excites me about what we're doing now is we have this thing called AdSense. The idea is, like on a newspaper, for example, we show you relevant ads, and this is hard to read, but it says Battle for New Hampshire, Howard Dean for President, articles on Howard Dean. And these ads are generated automatically, like in this case on the Washington Post, from the content of the site. So the idea is we can make advertising useful, not just annoying, right? Mais Google, depuis les années 2000, a embrassé la publicité, plus qu'embrassé même, ils ont inventé des publicités différentes. Idea that had been floating around that maybe we could do targeted advertising. For example, if you get an email about a ski trip, you'll get maybe an advertisement for ski equipment or gloves or something like that. Cette manière de faire, c'est une révolution marketing qui va être adoptée ensuite par tous les autres géants de l'internet. Facebook, Baidu, Microsoft, Yahoo, Verizon, Twitter. Ces 7 entreprises ont généré 132,8 milliards de revenus publicitaires en 2016, ce qui représente presque les 3/4 du marché de la publicité sur internet. Au final, plus de 80% des revenus de Google sont publicitaires et c'est 95% pour Facebook. Ce sont clairement des marchands d'attention avant tout. Au début, la collecte d'informations qui accompagne cette révolution marketing ne paraissait pas gêner tant que ça. Mais depuis quelques années, les bases de données hackées, les tweets comme celui-ci, rappellent l'ampleur de la collecte. To the 53 people who watched A Christmas Prince every day for the past 18 days, who hurt you? Si maintenant on met de côté l'aspect vie privée, on peut aussi s'intéresser à l'utilisation qui est faite de ces données. Parce qu'elles ne sont pas simplement utilisées pour personnaliser des pubs, mais aussi pour améliorer le site, pour faire en sorte que l'utilisateur y passe le plus de temps possible. You know, as you know, there's over 400 hours of video being uploaded to YouTube every minute. And given that each person probably only has an hour or two to watch YouTube every day, it's our job to help them find what they want to watch. And not just what they're going to watch, but what they're going to want to enjoy and keep them coming back to YouTube every day to watch more videos. So really understand each viewer, what they like, and give them the videos that they're going to find engaging. We think about the systems that we build is that they're really a gigantic feedback loop for the audience. In any given day, we collect over 80 billion different pieces of feedback from the audience. We look at things like, well, what did they watch? What did we recommend that they decided not to watch? How long did they watch for? Le principe de l'algorithme qui tente de maximiser un indicateur, on le voit très bien quand on conçoit un algorithme qui doit apprendre à jouer à un jeu vidéo. Son but, c'est d'évoluer dans l'environnement du jeu et, à force d'essais et d'erreurs, de trouver les actions qui vont lui permettre de marquer des points. Sur YouTube, c'est un peu la même chose. Les algorithmes et leurs concepteurs évoluent dans l'environnement de la plateforme, et puis à force d'essais et d'erreurs, ils tentent de gagner quelques minutes d'attention, en améliorant les recommandations, bien sûr, mais tout n'est pas algorithmique dans cette démarche. Le design du site est aussi réfléchi dans ce sens. La lecture automatique par défaut est un très bon exemple. Elle permet de maintenir plus longtemps les utilisateurs sur le site. Mais il y a un autre point intéressant que cet employé de Google mentionne, c'est la quantité de contenu publié tous les jours. Like 72 days worth of content per day. Il est impossible d'afficher autant de contenu à égalité et de laisser l'utilisateur choisir, parce qu'un trop grand nombre de choix entraîne une paralysie, et j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Alors, il faut une manière pour hiérarchiser tout ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il ne semble pas vraiment y avoir d'autres considérations que de chercher à capter plus d'attention. Il faut que l'utilisateur trouve ce qu'il veut regarder, et surtout qu'il revienne le lendemain. Pas de promotion de contenu particulier, pas de sélection des équipes, pas de réflexion sur ce que l'utilisateur attend vraiment de son expérience sur le site, rien. Sur YouTube, tout ce qu'un utilisateur voit est là pour qu'il y reste le plus longtemps possible. Et c'est la même chose sur la plupart des sites et des plateformes internet. Puisque je parle de plateforme, il s'agit d'un point qui différencie les marchands de l'attention du type TF1 avec les géants numériques de notre époque. Aujourd'hui, les marchands d'attention les plus importants ne produisent pas ou peu de contenu. Ce sont des places de marché où des milliers, enfin des millions de producteurs même, sont en compétition pour eux aussi capter et monétiser de l'attention. We all are literally crazy by the new definition of literally. Vous vous souvenez de lui? Eh bien, c'est le fondateur de BuzzFeed. Jon Aperitif, c'est l'histoire du mec qui est tombé dans le buzz quand il était petit.
Pendant ses études, il commande des chaussures Nike personnalisables sur lesquelles il veut inscrire le mot sweatshop, une critique assez évidente de la manière dont sont produites ces chaussures. Nike refuse par mail, il répond, puis partage cet échange avec ses amis qui le partagent par mail à leurs amis, et c'est le buzz par email. C'est une autre époque. Tout ça, ça lui donne envie d'étudier la viralité, de comprendre d'où elle vient, comment la générer, et puis après plusieurs expériences, il cofonde le Huffington Post, un média qui croise les idées des libéraux américains avec sa nouvelle expertise de la viralité internet. Et quelques années plus tard, en 2006, il lance BuzzFeed, une sorte de laboratoire de la viralité qui deviendra média. Pas besoin de vous faire le topo de ce que c'est dans le nom de la chaîne, le fil d'actualité du buzz. Sa stratégie, c'est de produire du contenu humain, et par là, il faut surtout entendre du contenu qui va générer une réaction, le partage. De partage en partage, on obtient cette fameuse viralité que BuzzFeed suit de près avec un indicateur, le Viral Lift, que l'on pourrait traduire en moins classe par l'indicateur de poussée virale. Tout ça, ça leur permet de vendre des articles sponsorisés, c'est-à-dire produits et payés par un annonceur, mais publiés sur BuzzFeed comme un article classique. Ce qui amène au fameux jeu du devine quel article est une pub. 11 choses que vous ne saviez pas sur la PlayStation, ou la seule chose que vous devez savoir sur la PlayStation 4. Et ce ne sont pas les seuls à utiliser ce modèle économique. En France, Combini, Topito, Melty ou Minute Buzz ont tous adopté les mêmes pratiques, certains se félicitant de la confusion créée chez le lecteur. Comme le dit Maxime Barbier, le cofondateur de Minute Buzz, nos brand content font des millions de vues, des gens ne se rendent même pas compte que ce sont des contenus de marque. Derrière ces producteurs de contenu d'un nouveau genre, tous ont dû s'adapter à un environnement créé et développé par les plateformes internet. You know, if the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, you know, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. And I think that the inventors, creators, you know, and it's me, it's Mark, it's Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway. Ils font référence aux découvertes de la psychologie et de la neuroscience réalisées depuis les années 70. Bon, tu penses que Sean Parker a raison, que les ingénieurs de la Silicon Valley font tout pour produire des applications qui augmentent leur pouvoir addictogène ? Ça, c'est Jeff, et là, c'est Chris, de la chaîne du Psylab. Et je leur ai demandé de nous expliquer où en est la science sur le sujet. On a tous fait l'expérience d'avoir du mal à déconnecter des réseaux sociaux, du surf random sur Internet. Des petits jeux. Quel plaisir de recevoir des notifications, des petites pépites de récompenses visuelles et auditives. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des preuves scientifiques, ou alors est-ce qu'on nage en plein mythe technophobe ? Eh ben en fait, même si elles sont jeunes, il y a plein d'études neuroscientifiques qui permettent de mettre en évidence ces phénomènes. On fait des dosages de dopamine, par exemple, on met des gens dans des IRM pour étudier leur circuit de la récompense, et puis on fait même des études génétiques. Oui, des études génétiques qui visent plus à déterminer s'il y a des facteurs qui vous prédisposent, des gènes qui vous rendent vulnérables à l'usage d'Internet, et donc à plus facilement tomber dans un comportement addict. Bref, c'est pas un mythe en fait, hein, c'est véritablement... on voit très bien que l'usage d'Internet allume un tas de petites régions neurocérébrales en rapport avec le circuit de la récompense, l'attente de la récompense, il y a même un défaut d'inhibition. Bref, en plus de ça, plus vous utilisez Internet, et plus votre cerveau se conforme à ce que les marchands d'attention veulent de nous. Bref, ça semble confirmer que le témoignage de Sean Parker n'est pas juste celui d'un ancien Facebooker qui veut sa revanche. Les notifications, les compteurs de likes ou de vues, les couleurs utilisées, les fonctions de partage ou les vidéos qui se lancent automatiquement, les recommandations personnalisées, les indications que tel message a été vu, la quantité d'informations affichées même,
Tous ces éléments qui font partie de notre quotidien ont été longuement réfléchis. Ils sont constamment testés, et quand 50% des utilisateurs voient une version du site A, 50% voient une version différente avec différentes fonctionnalités. Les données récoltées permettent ensuite d'analyser et de savoir quelle version retenir, et ensuite, ça recommence. Et on retrouve ici la démarche de John Aperetti. Il s'agit de viser en dessous de notre conscience. Il ne s'agit pas vraiment de viser notre folie, mais plus d'une démarche volontaire de chercher à comprendre au mieux comment un humain prend une décision, pour qu'il choisisse de passer plus de temps sur un contenu donné. En soi, être ému par une photo de chien, cliquer sur un bouton bleu ou vouloir cliquer sur un titre surprenant, c'est pas quelque chose de complètement hallucinant. Et c'est même pas trop grave au final. Mais la problématique prend un autre sens quand il s'agit d'une course, d'une démarche quasi scientifique pour chercher à comprendre notre manière de penser et capter notre attention pour réaliser du chiffre d'affaires. Et justement, c'est à ce moment qu'on peut se demander quelles sont les conséquences de l'économie de l'attention. La réponse est dans la suite, juste ici. Ou alors vous pouvez laisser YouTube décider pour vous.